Bonjour, c'est Christelle Cronier. Aujourd'hui, nous avons la chance d'entrer dans le cercle très privé des grands investisseurs avec Jean-David Chamboredon, le CEO du fonds d'investissement Isaïe, qui nous accueille dans ses bureaux du 8e arrondissement de Paris. Bonjour Jean-David. Bonjour. Alors pourquoi avoir eu envie de devenir investisseur ? Vous dites que les entrepreneurs à succès d'aujourd'hui sont les futurs investisseurs de demain. Est-ce que ça a été un petit peu aussi votre parcours ? Non, je suis pas un entrepreneur, enfin un petit peu en ayant créé Isaïe il y a 12 ans, mais j'étais plutôt un intrapreneur. Et j'avais chez Capgemini ? Chez Capgemini, exactement. Et donc j'ai découvert le monde du capital risque et de l'investissement en Californie, où j'avais proposé à Cap de monter une structure de veille technologique et de business développement. Et en fait, j'avais découvert les VC de la Silicon Valley. Et j'avais trouvé que leur métier était très intéressant, très excitant. Et j'avais aussi été frustré par le fait que Capgemini, à l'époque, ne voulait pas investir dans les jeunes partenaires que je détectais en Californie, enfin les jeunes entreprises partenaires que j'avais découvert en Californie. Et donc je m'étais dit, un jour, je ferai peut-être de l'investissement. Et puis après, le monde est petit, les hasards de la vie font que j'ai été chassé par la holding d'investissement de Bernard Arnault à la fin du siècle dernier. Et que j'ai dit, finalement, je peux rejoindre le monde de l'investissement. Je l'ai rejoint d'ailleurs pas du tout en tant qu'investisseur, j'étais directeur technique de la holding de Repatweb, qui s'appelait Repatweb. Mais j'ai eu l'occasion de franchir le Rubicon, d'aller du mauvais côté de la table, comme on dit. Et voilà, donc je ne suis pas un entrepreneur devenu investisseur, je suis un intrapreneur devenu investisseur. Vous êtes informaticien à la base et polytechnicien. Est-ce que vous pensez que, par exemple, pour investir dans des domaines comme vous le faites actuellement dans la tech, il faut être absolument un expert pour faire les bons investissements? Ou alors est-ce que c'est une question d'instinct et que parfois c'est peut-être même mieux d'avoir un regard extérieur? Alors je pense que ça dépend vraiment des types d'investissements, mais typiquement dans ce que fait Isaïe en général, le fait d'avoir été un informaticien est très marginal dans mon appréciation des dossiers. Quelquefois, ça peut me donner une vision sur la complexité, notamment sous-estimée, quelquefois, de certains sujets. C'est plus de la vigilance qu'autre chose. Mais les critères de choix, ils sont quand même plutôt sur les humains, les personnes, les équipes et les business models. Donc maintenant, je suis plus un expert en business model qu'un expert en informatique. Largement. Donc voilà, l'informatique, quelquefois, enfin la conscience informatique ou le fait de savoir comment les choses sont construites, ça me permet éventuellement de donner des conseils qui évitent des écueils à des entrepreneurs. Et une boîte tech qui a la tech qui est en panne, c'est quand même une boîte en panne. Donc éviter qu'elle soit en panne, c'est mieux. Quand vous dites que vous êtes un spécialiste des business models, du coup, ce qui est important pour vous, j'imagine, en tant qu'investisseur, c'est la rentabilité. Et j'avais vu que, parce que vous me parlez des équipes, etc., et on va en parler juste après, j'avais vu que vous disiez que vous n'aimiez pas les modèles avec des coûts logistiques ou d'acquisition de clients trop élevés. Comment on fait en fait pour, quand on veut que vous investissiez dans notre société, ou comment font les gens qui veulent investir pour sélectionner en fait les bons investissements? Il faudrait pas mal de temps pour répondre à cette question de façon détaillée, mais là, parce que il y a évidemment plein de cas de figure, etc. Mais la réalité, c'est quoi ? Le capital risque, il est là pour financer des pertes. Donc s'il n'y a pas de pertes, il n'y a pas de capital risque. Mais ces pertes, c'est quoi ? C'est des pertes qui sont dues à une hypercroissance, mais qui ne doivent pas être structurelles. C'est-à-dire que si je retrouve une croissance, on va dire classique, il faut que je sois profitable. D'accord ? Donc un bon modèle économique, c'est un modèle économique qui, à maturité, est très profitable, mais qui, par contre, dans sa phase de croissance, va brûler du capital, mais de façon efficace. C'est-à-dire qu'il va générer plus de valeur ajoutée que de capital brûlé, quoi, pour simplifier. Logique. Donc voilà. Et donc, ce qui a été un peu oublié ces dernières années, maintenant, il y a un rappel à la raison qui est très sérieux depuis le printemps 2022, on va dire, ou fin 2021, suivant comment on date les choses. Mais ce qui avait été oublié dans la période 2019, 20, 21, c'était ça, c'était qu'on finançait des entreprises d'hypercroissance, mais pour qu'à la fin, elles aient un modèle économique extrêmement profitable, ce qui peut justifier une valorisation à maturité extrêmement forte. Si vous prenez même un Facebook, qui aujourd'hui a des difficultés, mais Facebook est une entreprise intrinsèquement très profitable. Google est extrêmement profitable. Apple est extrêmement profitable.
Donc les très belles valorisations. Alors Amazon est bizarrement profitable parce que leur core business, qui est le e-commerce, n'est pas très profitable, mais AWS est très profitable, Amazon Media Group est très profitable. Donc ils ont des poches de très grande rentabilité, même s'ils ont un core business qui lui n'est pas très profitable. Mais toujours est-il que c'est ça le capital risque. Et donc à un moment donné, si on oublie quel est le format d'une entreprise à maturité et comment elle est capable de effectivement dégager des profits, ben on oublie, on n'est pas capable finalement de dire qu'on construit une entreprise dont la valorisation dans le temps ne va pas être que spéculative. Or une entreprise ne peut pas être spéculative toute sa vie. Donc voilà, donc c'est ce bridge entre le monde de l'hypercroissance un peu spéculative et le monde d'entreprise à maturité pérenne. C'est ce bridge-là qu'il faut bien gérer. Et c'est ce bridge qui avait été un peu oublié il y a dans les 2-3 années qui ont précédé le wake-up de fin 2021, début 2022. Mais finalement, vous fonctionnez beaucoup à l'instinct. On peut dire avoir du nez. Quand vous dites que, par exemple, tout ce qui est à la mode aujourd'hui, c'est déjà trop tard, oui. Ça veut dire qu'il faut avoir vraiment du nez pour ce qui arrive, pour faire les bons investissements. Je crois pas. Je crois qu'il faut laisser la part à l'intuition une fois qu'on a fait un tri, entre guillemets, ou une sélection, ou une évaluation très rationnelle. C'est à un moment donné, on est obligé d'être intuitif. Pourquoi ? Parce que quand on fait du capital risque early stage, on fait du capital risque avec une incertitude forte. Chez Isaïe, on appelle ça un taux de défaut, un taux de faillite ou un taux de machin assez faible. On se plante quand même au moins une fois sur 4. C'est vrai, une fois sur 4. Au moins une fois sur 4, et peut-être que c'est une fois sur 3. Enfin, je ne sais pas. En tout cas, on est entre une fois sur 3 et une fois sur 4 où on perd tout. D'accord ? On se trompe. Et vous avez eu des gros succès comme Price Minister, Sologer.com. Ouais, ou Blablacar. Malte. Oui, Blablacar aussi, oui, j'ai vu. Mais Frédéric Mazella, on l'a interviewé dans Liberty Mag. Donc la réalité, c'est que pourquoi est-ce qu'on se plante une fois sur 4, une fois sur 3 ? C'est parce que les éléments dont on dispose au moment où on investit dans une entreprise en seed, ils sont évidemment insuffisants pour faire une appréciation totalement objective. Donc en fait, le modèle que je trouve qui fonctionne, en tout cas qu'on essaie de mettre en œuvre, c'est je fais une analyse rationnelle sur des choses que je peux rationaliser. Est-ce que c'est un gros marché ? Est-ce que c'est un petit marché ? Est-ce qu'il y a beaucoup de compétition ? Est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de compétition ? Est-ce que les fondateurs sont en adéquation avec leur projet ? Est-ce que le business model à maturité est un bon modèle si ça marche ? Est-ce qu'il y a des canaux d'acquisition clients qui sont efficaces ? Est-ce qu'il y a une forme de viralité ? Bref, toutes ces questions-là qui sont objectives. Et puis à la fin, de toute façon, on ne sait pas répondre à toutes les questions. Notamment, on ne sait pas répondre souvent à la question est-ce que les clients vont aimer ? Ou est-ce que les utilisateurs vont utiliser ? Ça, souvent, c'est difficile de répondre à cette question. Et c'est là qu'on laisse la part à son intuition. Souvent, moi, je disais à une époque, la nuit précédant l'envoi d'une term sheet, il faut que je me réveille en y ayant pensé toute la nuit et en me disant oui, j'y vais. Ah oui, c'est vrai. Voilà. Et là, c'est forcément un raisonnement. Alors, je pense que le cerveau, il est capable de mélanger des éléments rationnels et puis un petit peu d'intuition. En tout cas, ce qu'on appelle l'intuition, qui est sans doute un peu plus mécanique que ça, mais qu'on n'est pas capable de conscientiser. C'est une question d'envie, en fait, d'enthousiasme aussi sur les projets. Oui, c'est de confiance, des critères, des mots de cet ordre-là. Et ça fait qu'on décide de faire ou de ne pas faire. Voilà. Donc, mais l'intuition, c'est pas le premier. Si on fait première sélection purement intuitive, je pense qu'on peut se tromper. Vous avez passé, je crois, une dizaine ou une quinzaine d'années aux États-Unis, dans la Silicon Valley. Un peu moins. Un peu moins. Ouais. Mais vous avez passé du temps aux États-Unis, dans la Silicon Valley. Vous avez pris beaucoup sur le modèle des États-Unis pour ce qui est de vos investissements, parce que, par exemple, aller investir dans des projets des grandes écoles ou des choses comme ça. Alors, moi, j'ai découvert les États-Unis au point de vue business à la fin du XXe siècle. Donc, j'ai passé 3 ans et puis après, j'y suis retourné de façon un peu plus courte en 2008, juste avant la chute de Lehman. Et quand je parle des États-Unis, en fait, je parle de la Silicon Valley que je connais bien. Et effectivement, la Silicon Valley, c'est l'endroit où il y a tous les ingrédients, toutes les recettes, toutes les pratiques, toute l'expérience du monde du capital risque. Donc, c'est évidemment un endroit où on apprend beaucoup. Mais on apprend aussi des choses qu'on aime. Bon, il y a des choses que j'ai appris et qui sont pour moi quasiment bibliques dans le métier et qui viennent de Californie. Mais il y a aussi des choses que j'aime pas dans le capital risque américain. Notamment, ils ont une logique beaucoup moins loyale vis-à-vis des entrepreneurs que nous ne l'avons. Et d'ailleurs, la situation actuelle le montre aujourd'hui.
vous avez beaucoup de fonds américains qui ont dit, bon voilà, des boîtes, écoutez, vous êtes une jolie boîte, mais enfin bon, vous n'allez jamais nous rendre riches parce qu'on a payé très très cher en rentrant chez vous. Bon, globalement, comptez pas sur nous pour remettre de l'argent, et puis s'il vous plaît, restructurez-vous pour être profitable demain, parce que sinon, vous allez faire faillite. Les investisseurs européens ont une culture un peu différente, c'est une jolie boîte, on a beaucoup travaillé ensemble, les mecs sont méritants, on va essayer de trouver la meilleure solution pour... et pas une solution violente ou machin. Donc il y a des choses que j'aime pas trop sur les Américains. Les Américains ont cette capacité à tourner la page et à dire, bon ben, it's over, on fait autre chose, voilà. Mais en même temps, ils ont aussi inventé beaucoup de choses, et puis on ne peut pas dire autrement, ils ont un leadership sur la technologie qui est incontesté, même si les Chinois deviennent un peu menaçants. Donc il y a beaucoup à apprendre, mais il ne faut pas tout prendre. Il faut aussi qu'on trouve un peu notre modèle à nous en Europe, avec un modèle avec plus de nuances, on va dire. Voilà. Est-ce que c'est important dans les investissements de la diversification? Alors, vous êtes centré visiblement sur la tech. Est-ce qu'à l'intérieur de la tech, vous diversifiez beaucoup? Nous, la façon dont on a appréhendé ça, c'est finalement de se dire, la tech touche tous les secteurs. Par contre, les business models qui marchent dans la tech, ou en tout cas qu'on maîtrise, qu'on connaît, qu'on peut un petit peu, sur lesquels on peut faire un peu d'ingénierie, c'est des modèles qui sont les mêmes quel que soit le secteur. Donc globalement, on a une espèce naturelle de diversification du portefeuille, tout en étant très centré sur deux business models qui sont le business model de marketplace et le business model SaaS. Parce que l'essentiel de nos investissements sont sur ces deux modèles, même si on a des exceptions, mais globalement. Et donc globalement, moi je me rappelle quand marketplace et SaaS. C'est quoi SaaS? Software as a Service. Okay. Je vais prendre un exemple qui est très représentatif. On avait investi, je ne sais plus si c'est 2015 ou 2016, dans une boîte qui s'appelle Cardiologs, qui a été racheté d'un très beau rachat industriel l'année dernière par Philips, ou l'année dernière ou juste l'année d'avant. Et c'était du médical, puisque Cardiologs se faisait fort avec un logiciel de détecter les anomalies qui peuvent conduire à un infarctus ou un AVC, etc. Donc c'était très, très, très médical. Mais après tout, c'est un logiciel. Et finalement, c'est un logiciel SaaS vendu à des gens qui font des diagnostics médicaux. Et donc, on est allé sur ce deal parce qu'on aimait la technologie, on aimait l'équipe, etc. On ne connaissait rien à la cardiologie. Donc voilà, et ça, en même temps, en faisant ça, on diversifie son portefeuille parce qu'on a une petite exposition au monde du healthcare et de life science qu'on n'avait pas sans faire ce deal. Donc voilà, donc petit à petit, on se diversifie au fur et à mesure finalement que, comme dit Andreessen, le logiciel est en train de manger le monde, et nous on suit cette invasion du logiciel dans tous les secteurs, et on diversifie de cette façon-là. Du coup, est-ce que vous avez une stratégie aussi d'investissement qui va être, on va dire, on a parlé tout à l'heure évidemment de la rentabilité, mais est-ce que vous avez aussi un côté sur, par exemple, lié au développement durable, responsable? Est-ce que... Alors, je reprends le terme rentabilité, il est un petit peu... c'est rentabilité à terme, à maturité. On finance des entreprises en perte, et la plupart des entreprises de notre portefeuille sont en perte, il faut en avoir bien conscience. Par contre, on pense que toutes les entreprises qu'on finance, à un moment donné, elles ont à maturité, elles ont une belle rentabilité. C'est ça le sujet. Alors pour revenir sur la partie ESG, la partie ESG aujourd'hui, elle devient un petit peu obligatoire, au sens qu'elle s'impose à toute l'industrie de la finance, et donc ça descend, et donc les gens qui doivent nous confier de l'argent, ils raisonnent ESG, et nous, si on ne leur parle pas ESG, ils ne vont pas nous confier de l'argent. Et puis vers le bas, vous avez toute une génération, la jeune génération, qui est très très sensible aux sujets environnementaux, très très sensible à un certain nombre de sujets. Donc on a une pression des deux côtés. Et donc finalement on était un peu comme M. Jourdain, c'est-à-dire qu'à un moment donné on faisait de la prose sans le savoir, puis maintenant on fait de l'ESG en le sachant. Mais il y a des choses où on s'est posé la question chez Isaïe, quel était le lien entre ce qui était vraiment dans notre ADN et puis ce qui était finalement un peu un exercice obligatoire. Et l'intersection de ça, nous, on l'a plutôt situé pas trop sur les choses environnementales, même si on a de temps en temps des projets qui ont des vertus environnementales. Blablacar, c'est un bon exemple, mais là, on a investi dans une marketplace de vêtements et objets pour enfants de seconde main, ça s'appelle Bibs. Bon, très clairement, recycler l'ensemble des poussettes, des biberons et des c'est le Vinted pour les bébés, quoi. Voilà, Vinted pour les enfants. Ouais, c'est bien. Bon, typiquement, ça a des vertus écologiques, évidemment, environnementales, évidemment. Mais bon,
mis une grosse partie de notre démarche ESG sur les sujets de partage de la valeur et d'inclusion, enfin d'industrie tech inclusive, sachant qu'on a aussi, je le pense, une bonne philosophie dans c'est-à-dire à faire que ça soit pas que l'industrie de la tech soit pas simplement des hommes blancs diplômés des grandes écoles, quoi, et que qu'il y ait des femmes, qu'il y ait des gens issus des quartiers, qu'il y ait des jobs qui ne sont pas réservés qu'à une élite, etc., etc. Et puis le partage de la valeur, c'est plutôt la logique d'alignement entre l'investisseur qu'on est, les entrepreneurs fondateurs, leurs salariés, éventuellement d'ailleurs leurs partenaires, parce que là, il y a des stakeholders quelquefois qui ne sont pas salariés. Et puis le sujet de la gouvernance, c'est un sujet sur lequel on était, nous, engagés il y a très longtemps, sur le fait que les boards soient des vrais boards, pas juste ni des zones d'affrontement entre financiers et entrepreneurs, ni juste des chambres d'enregistrement où l'entrepreneur fait ce qu'il veut. Il faut trouver le bon modèle. Et nous, depuis 12 ans, 13 ans, on met des indépendants dans les boards des startups dans lesquelles on investit très tôt, de façon à ce que le board, ça soit bien une communauté de gestion de l'entreprise, et que d'ailleurs le financier que je suis, quand il est dans un board, il a la casquette de l'entreprise, il n'a plus la casquette Isaïe. Il est, si je suis au board de Blablacar, je suis Blablacar, et je pense Blablacar. Bon. Voilà, donc les sujets gouvernance, les sujets partage de la valeur et les sujets inclusion ou inclusivité, je ne sais pas si on peut dire comme ça, sont les sujets au cœur de notre démarche ESG, même si évidemment les sujets environnementaux sont des sujets qui viennent. Là, on a fait une campagne pour offrir on va faire une campagne pour offrir un bilan carbone à toutes nos boîtes, y compris les petites, etc., pour s'inscrire dans cette logique-là qui est obligatoire. Mais là où on est un peu moins différencié, parce que je vais dire c'est un exercice aujourd'hui qui devient quasi obligé. Si vous aviez un conseil financier essentiel à donner aux futurs investisseurs, quel serait-il ? C'est évident que pour passer de 0 à 1, c'est pas pareil que de passer de 1 à 10, hein, ou de 1 à 5. Donc en tant qu'investisseur, si j'ai 0, il faut peut-être que je sois entrepreneur et que je risque beaucoup et que j'ai à vendre, c'est mon énergie, et peut-être que je vais passer de entrepreneur pas payé à rentier. Si j'ai déjà un beau patrimoine, là il faut les conseils, c'est des conseils complètement différents. Des conseils de diversification, des conseils de mettre l'argent là où il y a les meilleurs deal flow. Pourquoi est-ce que les fonds, comment les fonds marketent leur position vis-à-vis des investisseurs? C'est regardez, les beaux projets ils viennent me voir. Donc si vous voulez investir dans ces beaux projets, il faut mettre de l'argent chez moi. Et a priori, je vous offre une diversification qui fait que vous ne ferez pas de x10. En mettant de l'argent dans un fonds, vous ne ferez pas x10. Mais les chances que vous perdez de l'argent sont très modestes, alors que si vous faites vous-même tout seul, il y a des chances que vous perdez de l'argent. Sont très élevées. C'est quoi les bons deal flow pour vous? Ça veut dire qu'il y a vraiment des secteurs où il faut particulièrement investir, j'imagine. Hein. Oui, mais ça change. Comme je disais, le logiciel mange le monde. Donc il y a 5 ans, où ce n'est pas les mêmes secteurs qu'on regardait qu'il y a 10 ans et que maintenant. Quoique il y a aussi un petit peu comme dans les phénomènes de mode, il y a aussi des retours. Je prends un exemple. Le monde de la tech, donc tout ce qui est advertising sur Internet, c'était un secteur très chaud et très intéressant il y a 10 ans. C'est le moment où Criteo a fait son IPO, etc. Il y avait beaucoup d'entrepreneurs qui voulaient faire un Criteo en France et il y a eu des très belles histoires. Et puis il y a eu un creux, et puis maintenant c'est en train de revenir parce que le RGPD, la CNIL qui sanctionne un certain nombre d'acteurs historiques, les GAFA qui sont dans une situation hégémonique qui ne peut pas durer, et le régulateur va forcément faire des choses, les régulateurs vont faire des choses pour que ça ne soit plus le cas. Et donc ça réouvre une opportunité pour les entrepreneurs. Donc on va se remettre à faire de la tech, mais on n'avait pas fait de tech pendant les 6-7 dernières années. Voilà, donc les secteurs bougent. Et les opportunités, elles sont créées par une régulation ou l'adoption par les utilisateurs d'un certain nombre de choses. J'ai un autre exemple assez parlant. On a investi dans une boîte qui s'appelle Dashdoc, qui fait en gros des outils pour les transporteurs. Et ils ont commencé par simplement digitaliser la feuille carbone que, vous savez, le routier avait et fait signer à... Bon, mais ça, vous pouvez le faire que si le gars il a un iPad ou un iPhone. Avant qu'il y ait l'iPhone ou l'iPad, c'était pas possible de faire ça. Parce que le chauffeur de camion, il n'avait pas d'outils pour manipuler un document digital. Donc voilà, donc ça paraît basique, mais si ces choses-là sont pas là, il y a des choses qui n'arrivent pas, quoi. Donc les triggers qui font qu'une vague se lance sont multiples, technologiques, sociales,
issu de la régulation, générationnelle. Enfin, et c'est ça qu'il faut qu'on capte. Avant ça, on va dire, l'idéal, c'est juste avant l'heure. Parce que trop tôt, c'est trop tôt. Et trop tard, c'est vrai que très souvent, ça veut dire un monde très très compétitif, avec des tonnes de startups sur la planète qui font la même chose. Et faire la plus belle ou celle qui va gagner, c'est très dur. C'est plus facile quand on est un peu tout seul. L'exemple de Blablacar est un bon exemple. Blablacar est vraiment le leader mondial du covoiturage, sans aucune contestation. Il n'y a même personne qui lui arrive à la cheville. Mais c'est parce que, à un moment donné, ils se sont lancés et ils ont pris une taille critique, dans un marché que tout le monde sous-estimait. Et moi y compris. Quand j'ai investi dans Blablacar, je pensais qu'à maturité, on aurait peut-être 3 millions d'utilisateurs en France. On en a 15 ou 20 millions. Je pensais que les retraités allaient faire du covoiturage, j'y avais pas pensé. Je pensais que c'était un truc d'étudiants, de jeunes actifs, point. Donc voilà, quand on chope le marché avant que ça devienne une évidence, c'est la meilleure position. Mais ça, c'est pas facile et évidemment, ça se prédit pas. Vous captez quoi alors pour l'avenir en ce moment? Non, j'ai pas de. Moi, j'aime être surpris parce que ce que viennent me raconter les entrepreneurs. Je dis pas je veux faire un deal dans ce secteur et donc j'attends que l'entrepreneur qui arrive. Ça serait une recette pour la catastrophe parce que si un gars arrivait avec un truc qui colle avec une stratégie que moi j'ai définie, d'abord on pourrait penser qu'on parle la même langue, mais peut-être qu'on parle pas la même langue. Puis ensuite peut-être que j'investirais alors que d'autres ingrédients sont pas du tout là pour faire une réussite. Donc non, moi je préfère vraiment être surpris par ce que je vois arriver et me fier à l'envie et à la conviction des entrepreneurs finalement. C'est ce que vous disiez, l'importance de l'équipe, de la vision. Quelles sont les 3 qualités essentielles selon vous d'un investisseur heureux? Un investisseur? Oui. Alors, je pense que la première qualité qui quelquefois manque parmi notamment mes jeunes confrères, c'est le rapport au temps et la patience. En fait, on fait des métiers dans lesquels le résultat tangible et final de notre métier, il est extrêmement décalé dans le temps. Je suis actionnaire de Blablacar depuis 13 ans. En général, on est actionnaire des boîtes entre 7 et 8 ans. Et donc, on sait, le verdict, j'ai bien fait mon boulot, c'est au bout de 7-8 ans. Et donc, quelque part, c'est un métier avec une vision extrêmement long terme. En réalité, il y a très peu de gens qui ont des évaluations de leur business 7 ans après. Et donc ça, c'est une particularité qui n'est pas simple. Il faut accepter d'être patient. Et donc, il faut une forme de résilience, une forme de ténacité, une forme de constance pour accepter ces échéances qui sont lointaines. Donc ça, je pense que c'est vraiment une des premières qualités pour être un investisseur euro. Parce que sinon, on est frustré. Parce que si on veut que tout arrive la semaine prochaine, évidemment, tout n'arrive pas la semaine prochaine. Comme pour un entrepreneur, en fait. De ce point de vue-là, c'est similaire à l'entrepreneur, si ce n'est qu'on a la chance de vivre plusieurs histoires en parallèle, donc éventuellement d'avoir chaque semaine quelques news, dont des bonnes news, ce qu'un entrepreneur n'a pas forcément, parce qu'il n'a qu'une seule histoire, et cette semaine-là, peut-être qu'il ne se passe rien, ou peut-être qu'il y a une mauvaise nouvelle. Donc ça, c'est sans doute première qualité. La deuxième qualité d'un investisseur, c'est que il ne faut surtout pas raisonner en termes de pouvoir. C'est-à-dire qu'un investisseur, il a effectivement un pacte d'actionnaire qui lui donne une forme de pouvoir, mais la réalité, c'est que ce qu'il doit gagner, c'est une forme d'influence et pas de pouvoir. Et s'il raisonne en pouvoir, il va se tromper et sa relation avec l'entrepreneur va être faussée. Et s'il raisonne, je dois gagner la confiance de l'entrepreneur pour avoir de l'influence, peut-être que là, la relation va être très fructueuse et va être très efficace. Et donc, c'est la différence entre un patron et un leader, quoi. Oui, on peut dire ça comme ça. En tout cas, c'est la différence entre un patron et un mentor, on appelle ça comme ça. Et donc, on est plus des mentors que des patrons, ou des contrôleurs, ou des machins. Et les belles histoires, c'est quand on a vraiment pris cette... Je prends par exemple la relation que j'ai établie dans le temps avec Pierre Kosciusko, Morizet. C'est un garçon qui est brillantissime, extrêmement rapide, qui aime beaucoup prendre des risques, qui est très très joueur. Et moi, je suis plus calme, je suis plus placide, plus machin. Et en fait, quand on a bossé ensemble, on continue à bosser ensemble, puisqu'il est fondateur d'Isaïe, on est très complémentaires. Et il y a des choses où, à un moment donné, je lui dis, Pierre, écoute, machin, il me dit, ouais, t'as raison, je vais regarder. Et puis il y a des fois où il me dit des trucs, je lui dis, ouais, peut-être que je suis un peu trop lent, peut-être qu'un peu je révise mon truc, et voilà, et donc on est très complémentaires.
Et notre relation elle est basée sur la confiance. Parce qu'on a été, entre guillemets, co-actionnaire de Price Minister pendant 7 ou 8 ans, puis ensuite co-actionnaire d'Isaïe pendant 12 ans. Donc forcément, à la fin, on se fait confiance. Enfin, forcément. En tout cas, si ça dure aussi longtemps, c'est qu'on se fait confiance. Donc voilà, donc c'est cette relation de confiance où l'investisseur n'a qu'une forme d'influence, qui, à mon avis, rend le métier passionnant. Et puis après, sans doute que il y a une espèce de contradiction dans le monde du capitalisme qui est pas facile à appréhender. C'est un métier de syndication, donc on co-investit les uns avec les autres. Donc ça veut dire qu'il faut plutôt faire des projets consensuels, puisque si on veut qu'il y ait plein de confrères qui veulent réinvestir, il faut que ça soit un peu consensuel. A l'inverse, les projets où on gagne le plus d'argent, c'est des projets qui sont un tout petit peu controversés. C'est-à-dire qu'ils sont pas tout à fait, au moment où on investit, sont pas tout à fait évidents. Parce que sinon, c'est tout de suite cher, compétitif, etc. Donc il y a cette espèce de mélange entre je fais partie d'une communauté qui va syndiquer la gestion de risque. Pourquoi ça syndique ? C'est parce que c'est risqué, donc il faut syndiquer. Et en même temps, je fais des choses qui sont légèrement décalées et qui vont permettre de faire la différence en termes de performance financière. Et donc c'est un peu schizophrène en réalité. Et donc voilà, ça demande, je pense, une forme en tout cas, une forme de confiance en soi où on se pose pas, où on évite à tout moment d'être moutonnier. Et c'est très facile dans le monde du capitalisme de devenir un investisseur moutonnier. Comme dans la vie. Peut-être. Quand vous étiez enfant, est-ce que vous rêviez comme ça d'être un investisseur ? Vous rêviez de quoi ? Et quel était votre rapport à l'argent en fait ? Alors, j'ai toujours rêvé d'être, entre guillemets, à mon compte. Ma mère était avocat, mon père était commerçant, donc je voyais des gens qui étaient indépendants à leur compte devant moi. J'ai toujours vu qu'entreprendre tout seul, c'était très compliqué. Donc je me suis dit aujourd'hui, le jour où j'entreprendrai pas tout seul. Et d'ailleurs, ma première entreprise, c'était finalement Isaïe en tant qu'entrepreneur. Et on était 6 même, dès le départ, donc j'étais pas tout seul. Et puis j'étais avec des gens de qualité, comme Pierre Kosciusko, Geoffroy Roux de Bézieux, Stéphane Trépeau, Uriel, Christophe, etc. Donc, belle équipe. Donc voilà. Et si je prends l'argent... Donc finalement, j'ai entrepris tard, puisque 2009, j'ai déjà 46 ans, quoi. Donc je suis un vieil entrepreneur. Mais j'ai toujours été chez Cap et même dans le passé, même chez les autres entreprises où j'étais en tant qu'investisseur, toujours été très intrapreneur au sens vouloir lancer des choses nouvelles, détecter des nouvelles tendances, faire les choses un peu différemment, réinventer des méthodes, des process. Et sur l'argent, je fais un métier d'argent. Et globalement, Isaïe n'existe et ne se pérennisera que si on fait gagner de l'argent aux gens qui nous confient de l'argent. Donc je considère que l'argent, c'est un thermomètre qui évalue la qualité de mon travail. Mais je ne vais pas au boulot pour gagner de l'argent. Je vais au boulot pour déjeuner avec Fred Mazzella, ou avec Nicolas Hernandez, ou avec Vincent Huguet, ou avec Pierre Kosciusko. Quand je dis déjeuner, ça peut être mais je vais parce que par plaisir. Le cœur de ma relation avec les entrepreneurs et la qualité de cette relation, c'est ce qui motive mon métier. Après, le verdict, j'ai bien fait mon boulot, j'ai fait gagner de l'argent à tout le monde et j'en gagne. J'ai mal fait mon boulot, j'ai fait perdre de l'argent ou pas gagner d'argent et j'en gagne pas. Donc voilà. Mais c'est pour moi plus un thermomètre qu'une motivation intrinsèque. Merci Jean-David. Merci à vous. Le Cercle de Confiance, le podcast sans filtre qui donne la parole à tous. 100% inspirant, 100% sociétal, 100% optimiste, zéro censure. À retrouver chaque lundi dès 9h sur les différentes plateformes d'écoute, Apple Podcast, Google Podcast, SoundCloud, Spotify, YouTube et bien d'autres. Le plein de bonnes ondes pour la semaine.